Bonjour à tous et bienvenue dans Écho des parcours, le tout premier podcast réalisé par Simplon Côte d'Ivoire. Ici, il sera question de parcours intéressants, de belles réussites professionnelles, mais aussi de périodes de doute et d'incertitude vécues par nos différents invités. Installez-vous confortablement, prenez vos aises, on démarre maintenant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne suis pas seul, bien évidemment, je suis accompagné par ma co-animatrice qui est juste à côté et à qui je vais laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter. Alors, merci beaucoup, Jordan. Je suis Bonro Raïssa, directrice de Simplon Côte d'Ivoire. Simplon Côte d'Ivoire est un campus numérique spécialisé dans la formation et l'insertion des jeunes dans les métiers du numérique. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de rejoindre Simplon, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et rejoindre le meilleur campus numérique de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Lorsqu'on vous parle de carrière professionnelle, recherche d'emploi, tout ce qui nous vient en tête généralement, c'est éducarrière. Alors, nous sommes accompagnés de M. Kader Lamont qui va se présenter. Bonjour Aïssa, bonjour Jordan. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'insigne honneur qui m'est fait d'être invité sur votre plateau. Et merci aussi à l'ensemble de vos éditeurs et des personnes qui vous suivent sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment pour nous aussi un réel honneur de vous avoir ici. C'est pas tous les jours qu'on reçoit quand même le directeur d'Éducarrière. Ça fait, voilà, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir ici. Monsieur Cadel n'est pas le seul avec nous aujourd'hui. Nous avons aussi une personnalité de Simplon. C'est vraiment pas trop de le dire parce qu'elle a fait le parcours Simplon. C'est l'une de nos alumni. Et d'ailleurs, l'une de nos meilleures graphistes, n'est-ce pas, Madame Raïssa? Non, tu as manqué. C'était la meilleure UI designer d'Afrique, s'il te plaît. Voilà, mais on va lui laisser la parole pour se présenter elle-même et puis nous donner toutes ses qualités et puis nous en dire plus sur cette histoire de meilleur UX designer d'Afrique. Oui, Emmanuela Boisbré. Merci Jordan, merci Madame Raissa. Je suis Emmanuela Boisbré-Gaillé, UI UX designer en ce moment à TechShelter Africa. Je suis aussi surtout alumine Simplon de la formation référent digital et de la deuxième promotion. Monsieur Amand, Oui, Jordan. on attend vraiment votre présentation. Les gens sont très connectés. Ils Bon. attendent beaucoup de celui même qui est derrière Éducarrière. On n'a pas l'habitude de vous voir, en tout cas on ne vous voit pas souvent. On vous voit de temps en temps. Donc aujourd'hui, on veut vraiment savoir qui est l'homme derrière Éducarrière. Merci Jordan, merci Raïssa. Je suis un pur produit ivoirien. Donc j'ai fait mon parcours académique au sein du programme ivoirien. Et je me suis passionné par la logistique et les affaires internationales. Donc, j'ai tout de suite fait un parcours pour un diplôme d'ingénieur ingénieur logistique et affaires internationales. J'ai exercé dans le domaine de la logistique, dans le transit, en compagnie maritime et dans le transit. Et puis, j'ai été piqué un matin par la fibre du digital. D'accord. Oui, La fameuse j'ai été fibre. piqué parce que je suis passionné de lecture et c'est au travers des lectures, comme je bouquinais, je lisais beaucoup. Et vous imaginez que dans les années 2000, je pense que ça a commencé un peu plus avant, euh, les années 95, 96, 97, on parlait de, tu vois, Internet et tout, et avec tout ce que ça a suscité comme changement. Et comme on est dans un monde qui est globalisé, donc on se dit quelle pourrait être la répercussion chez nous ici. Avec ce qui se passait en Occident, principalement, pour nous, Africains, qui à l'époque étions encore à l'heure du GSM, on ne connaissait pas encore Internet, se disait qu'est-ce que cela pourrait avoir comme répercussion dans notre quotidien. Donc, c'est à force de s'informer, s'intéresser à la chose, que la passion, je veux dire, la flamme est née. J'ai commencé à m'intéresser au digital, à me former, à m'auto-former en pas mal de domaines. Et comme seul on va vite et ensemble on va loin, Voilà. avec des amis, on a commencé à réfléchir et dans la réflexion est née la création du site Éducarrière
qui est aujourd'hui la plateforme de référence en termes d'emploi, de formation et d'entrepreneuriat. Je viens d'entendre que vous avez essayé seul voilà, de vous former en informatique et tout. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment vous vient l'idée de vouloir créer un site comme Educarrière. Aujourd'hui, avec la pénétration d'Internet, avec la digitalisation, certaines choses semblent tellement évidentes aujourd'hui. Mais figurez-vous que à nous, notre époque, quand on finissait, il fallait être à la recherche d'un stage, mais il fallait, pour ceux qui étaient plus nantis, s'acheter le Fraternité Matin pour avoir la primeur des offres d'emploi qui circulaient, entre guillemets, dans les circuits officiels, en fait, ou connaître un tonton ou un grand frère à qui on pouvait parler de sa démarche de recherche, parler de son profil, imprimer son CV dans un cybercafé et puis le lui remettre. Donc, on part du constat que quand on finit, on se rend compte qu'il n'existe pas de plateforme Internet sur laquelle on pouvait avoir consulté des offres d'emploi et de stage. Donc, l'idée est toute simple. Nous-mêmes ayant été confrontés à la difficulté d'avoir un stage, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut permettre à nos jeunes frères, mais aussi nos amis qui n'ont peut-être pas de contact, qui ne connaissent pas de personnes dans des entreprises, mais de pouvoir ne serait-ce qu'avoir accès à l'information. Donc, c'est de là que part l'idée de création du site. Peut-être petite anecdote, comme on est dans Écho des parcours. Figurez-vous qu'à l'époque, la toute première version d'Educarrière a été conçue sur les ordinateurs d'une entreprise où on était en stage et c'est entre midi et 2 qu'on prenait notre temps de pause pour développer. En fait, c'est celui qui est en entreprise et il utilise la connexion de l'ordinateur de l'entreprise pour aller postuler dans notre entreprise. Il utilise même l'imprimante pour imprimer son CV. Non, mais là, on va dire, au cas d'espèce, c'était vraiment fait dans les règles parce qu'on avait vu, puisqu'il y avait le mémoire de stage à rédiger et on avait du temps. Et puis, à l'époque, c'était une des entreprises étatiques qui est aujourd'hui un des régulateurs même des télécoms. Bon, ne pas dire le nom. Mais à l'époque, ils avaient vraiment des équipements de pointe. Pour moi, c'est là-bas que j'ai touché mon tout premier ordinateur portable. Voilà, donc pour vous dire un peu, parce qu'à l'époque, c'était des laptops. Donc, les ordinateurs portables, c'était un quasi-luxe d'en avoir. Et c'est dans ce contexte-là, c'est vraiment des jeunes ambitieux, rêveurs, qui ont décidé d'oser. Et petite anecdote aussi, notre premier partenaire, quand le site a été lancé, naturellement, ça a été l'entreprise où, du moins, le stage se faisait, qu'on a approché pour dire, écoutez, on vient de mettre en place une plateforme. Ils ont accepté d'être partenaires et de nous accompagner en nous donnant de la visibilité du mieux qu'ils peuvent. Moi, je suis curieux de savoir quelque chose. Emmanuela, est-ce que après le BTS en informatique, tu t'es déjà rendu sur Educarrière dans le cadre d'une recherche d'emploi, d'un besoin, d'une recherche d'opportunité, etc. Est-ce que ça t'a déjà... J'ai des amis qui m'envoyaient des liens pour aller regarder. Donc, c'est un site que j'ai déjà visité et je suis très contente d'être en compagnie de monsieur. Et merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup. La reconnaissance. Merci, c'est grâce à vous qu'on existe et c'est Non, pour moi, vous qu'on est là. la question que moi je voulais poser, c'est lorsque en Côte d'Ivoire, par exemple, parce que toi, tu as fait un parcours BTS, lorsque tu as le BTS, comment est-ce que tu trouves un emploi en Côte d'Ivoire, par exemple, pour un étudiant? Oui, c'est vrai. Bon, il y a le pistonnage, comme monsieur l'a dit, et les recommandations, mais c'est plus, pour ma part, c'était plus sur les réseaux. D'accord. C'est-à-dire plus sur les réseaux professionnels, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est plus comme ça que j'ai Sur cherché. LinkedIn, c'est ça? Ouais, LinkedIn, Des publications sur LinkedIn et tout. des publications sur LinkedIn. Et je pense que mon premier emploi, c'était un grand frère qui m'avait envoyé une capture d'écran que telle personne a besoin de telle personne pour ce travail-là. Et je savais que mon ancien patron, allait se trouver dans un forum. Donc, je suis allée vers ce patron-là, je me suis présentée. Bon,
j'ai un peu osé et je me suis présentée, je lui ai dit ce que je faisais et c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi. Donc, du coup, c'est une manière de nous dire un peu que faire de la recherche, pas seulement en envoyant son CV, on va dire physiquement, ou en envoyant un mail, mais rechercher aussi sur les réseaux sociaux, type Oui. LinkedIn, etc. Ça marche véritablement. Oui, Mais ça après marche. ça, comment est-ce que vous avez véritablement découvert l'offre Simplon? C'est-à-dire, comment c'est venu à vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai fini mon parcours en BTS, j'étais plus à la recherche d'un parcours où j'allais plus apprendre, c'est-à-dire de manière pratique. Parce qu'il y a ce qu'on fait à l'école, j'ai eu un BTS en informatique, il y a ce qu'on fait à l'école et il y a vraiment le milieu professionnel. Et je me disais que je n'étais pas légitime en fait pour aller exercer tout ce que j'avais appris à l'école. Du coup, j'ai fait la découverte de Simplon par les réseaux sociaux encore. D'accord. Par les réseaux sociaux, c'est comme ça que j'ai postulé et puis a commencé le parcours Et de comment, recrutement. lorsque tu vois l'offre, comment tu te dis, ah tiens, ça c'est une formation pour moi? C'était le référentiel de formation. Il était complet. Bon, je pense qu'il est toujours parce que Contenait tout ce que il vous contenait tout ce que cherchiez à je l'époque. cherchais. Je pense qu'il y avait du community management, il y avait du design graphique. C'est là-bas même que j'ai fait la découverte du métier que j'exerce en ce moment. Et il y avait tout ça. Et je me suis dit, ouais, il faut que je fasse cette formation-là. Et je voyais aussi les témoignages des membres de la promotion, de la première promotion. Donc, je me suis dit, Ce qui était passé juste avant oui, vous. oui, Donc, du coup, ça vous a inspiré, vous ça a m'a dit pourquoi modifié. pas. Mais on a Maintenant, manqué de vous dire que l'animateur Jordan, il est de la première promotion de MTN Academy. Il se cache. Il est de la première C'est promotion. mon parrain. En plus, c'est bon, son parrain. je crois que j'ai été dévoilé. Même si on ne cachait pas vraiment, j'ai quand même été dévoilé. Toute première promotion. Merci beaucoup. Mais Donc, après, tu peux c'est... te présenter, hein, tu peux dire ce que tu fais. Bon, après plusieurs années d'expérience, je suis aujourd'hui formateur expert à Simplon Côte d'Ivoire, donc formateur référent digital et digital creator. Donc, on travaille vraiment sur tous les référentiels de formation, qu'il s'agisse, comment on appelle ça, de tout ce qu'elle vient de citer, hein. Voilà, donc gestion des réseaux sociaux, création de contenu multimédia. Aujourd'hui, on a intégré l'intelligence artificielle, pardon, et la 3D dans nos programmes de formation. Donc, on essaie vraiment de s'adapter au marché de l'emploi actuel et vu que nous sommes en constant rapport avec les entreprises, donc on essaie de prendre en compte leurs besoins pour pouvoir y répondre avec une formation qui s'adapte et puis qui évolue avec le temps. Alors, tu as parlé des besoins des entreprises. Moi, ce que je veux demander à M. Amand, aujourd'hui, quels sont les besoins des entreprises dans le numérique? Je pense que les besoins, comme tu peux l'imaginer aisément, pour les entreprises dans le domaine du numérique, c'est toute la panoplie de nouveaux métiers en rapport avec les nouveaux usages, les réseaux sociaux, tout ce qui est social media management, donc community management, création de contenu, SEO, parce que Ok, ça aussi, ça c'est vraiment le référencement. Il y a aussi des besoins de plus en plus sur tout ce qui est data. Ok. Donc, big data, et les métiers en rapport avec la data, l'analyse de la data. Donc, je pense qu'il y a même aujourd'hui des diplômes qui se font en partenariat avec certaines structures pour former des profils capables de l'analyse de la data, parce qu'il y a beaucoup de data. Et puis, il y a aussi tout ce qui est en rapport, les nouveaux métiers en rapport avec l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, l'analphabète d'hier, c'était celui qui ne savait pas lire, ou de celui qui ne savait pas utiliser Internet. Mais je pense que l'analphabète de demain, c'est celui qui ne saura pas s'approprier les outils liés à l'intelligence artificielle. Chez Educarrière, quel type d'entreprise généralement vous demande des profils d'apprenants ou de... Déjà, il faut comprendre le modèle. Nous, en fait, on a un modèle qui est assez flexible. On travaille avec l'ensemble des cabinets de recrutement. Donc, on a des contrats signés avec l'ensemble des cabinets de recrutement locaux. Et on travaille aussi avec des organismes publics, l'Agence Emploi Jeunes. On travaille également avec pas mal de ministères sur de nombreux programmes, que ce soit le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme. On accompagne, très récemment, on a eu accompagné la foire de l'emploi. Ah oui.
Avec le ministère de la avec le Jeunesse. ministère de la Je les Jeunesse. salue au passage. Tout à fait. Un constat, c'est que le tissu économique est constitué à 80-85% de PME. D'accord. Donc, on a beaucoup de PME qui nous approchent et qui nous font part de leurs besoins en termes de recrutement. Et les recrutements sont vraiment tout azimut, hein. Mm. Vous avez, comme par exemple, sans faire le projet Baleine. Oui. Ils sont dans tous les projets d'infrastructure et les projets structurants, on accompagne pour le recrutement. Tout comme aussi on accompagne des PME, donc des jeunes porteurs de projets ou bien des entreprises de 5 personnes, 10 personnes, 50 personnes qui nous approchent parce que, en fait, c'est que chez nous, le recrutement, il est gratuit. Que ce soit le candidat ou le recruteur, on ne demandent pas, ils n'ont pas à payer de frais. D'accord. Toujours est-il que, c'est bien de préciser, ils sont assujettis à la création d'un compte recruteur. Donc, il y a une obligation d'identification. Et nous, il y a toute une procédure et une documentation qui nous mettent à disposition. Des vérifications internes sont faites avant la création du compte recruteur. Et c'est après que le compte recruteur a été créé qu'on leur donne la possibilité d'uploader via une interface qui leur est mise à disposition. Et nous, des équipements internes font des validations avant que les offres qui sont uploadées dans les interfaces des recruteurs soient disponibles et consultables gratuitement sur le site. D'accord. Donc, je peux vous dire que 100% des offres sont vérifiées. Et ce sont des offres crédibles, en fait. Mais là, vous nous parlez beaucoup d'opportunités. Moi, j'entends beaucoup opportunités. Est-ce que on sent réellement, malgré toutes ces opportunités-là, qu'il y a un gros manque sur le marché en termes de potentiel à recruter, en termes de personnes ayant les capacités de pouvoir répondre aux besoins des entreprises? Est-ce qu'on sent un manque réel sur ce Il marché? faut que je fasse une picture. Aujourd'hui, Educaria, c'est en moyenne 700 offres par semaine. OK. Donc, autour d'une soixantaine d'offres d'emploi, de nouvelles offres d'emploi tous les jours sur le site. Je pense que là, juste avant que je ne vienne, j'ai reçu deux offres d'un cabinet qui sont dans le domaine du BTP qui recherche un architecte et un conducteur de travaux. Ça, je pense que l'offre a été mise en ligne il n'y a pas près d'une heure. Un constat, c'est qu'il y a une inadéquation entre la demande qui est forte et l'offre. Mais force est de reconnaître qu'il y a un marché qui existe, qui a ses règles, qui a ses exigences, auxquelles les demandeurs doivent s'y plier pour pouvoir répondre aux attentes et répondre aux critères qui sont demandés par les recruteurs. Des profils compétents qui postulent. Moi, j'ai une maxime selon laquelle, peu importe le parcours, peu importe d'où vous venez, si vous avez les compétences, il n'y a pas de raison qu'une entreprise qui a besoin de vos compétences puisse vous recruter. Après, c'est comment est-ce que vous mettez en lumière ces compétences. Et c'est vraiment ce qui constitue, de mon point de vue, le talon d'Achille de nos jeunes qui sont en recherche. Nombreux sont ceux qui ne prennent pas réellement le temps, ne serait-ce que même de lire le descriptif de l'annonce. Ça, c'est vraiment la première étape. Quand je dis lire, c'est lire dans le détail pour savoir quelles sont les compétences recherchées, quels sont les profils, quel est le profil, quels sont les éléments clés que recherche le recruteur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comment je mets mon profil en adéquation avec la fiche de poste. C'est ça. Et ça, c'est vraiment c'est un élément capital à côté duquel beaucoup de profils passent et qui, malheureusement, postulent à tout va ou postulent à l'aveugle et qui, lorsqu'ils vont se rendre compte que la méthode ne marche pas ou qu'ils ne sont pas appelés, non, moi je postule, on ne m'appelle pas. On nous appelle pas. Mais c'est parce que tu ne postules pas de la meilleure des manières, où tu ne mets pas ton profil suffisamment en lumière de manière à attirer l'attention du recruteur et qu'il puisse rentrer, ne serait-ce que rentrer en contact pour savoir qui est en face. D'accord, monsieur Amon. Emmanuela va rapidement expliquer son parcours, les difficultés qu'elle a rencontrées. Et
Monsieur Hamon, vu qu'il connaît, on va dire, il a une vision plutôt globale du milieu de l'emploi, etc. Il va nous dire un peu, après qu'elle ait expliqué son parcours, si elle a un profil, elle a un peu le type de profil qui est, on va dire, recherché sur le marché, faire une petite Oui, analyse de moi, son, ouais, ouais. de Après, son moi, la profil. question que moi je veux lui poser avant, D'accord. tout à l'heure, elle nous disait que c'est chez Semplon qu'elle a découvert le métier qu'elle exerce aujourd'hui. Donc, qu'elle nous en dise plus sur ce métier-là. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi le métier de UX designer? UI, UX designer, il fait des maquettes de sites internet D'accord. et d'applications web et autres. Lorsqu'on dit une maquette, C'est ça, parce parce que que toi, tu as toi, après, papa. on va dire maquette, Tu fais mais quoi? ça Moi, pas je fais forcément, maquette de c'est quoi site une internet. maquette? Oui, vous Voilà, c'est pensez. quoi une maquette déjà de site internet? Ok, si je prends ma casquette de UI designer, je vais faire les écrans, c'est-à-dire dessiner. Voilà, comme on est dans le français, D'accord. c'est mieux. Dessiner les écrans avec un logiciel. Un Mhm. logiciel, mon logiciel de travail qui est Figma. Et avec ce logiciel-là, je vais faire vraiment tout ce qui est beau pour l'interface. Tout ce qui est beau pour l'interface, placer les boutons, placer les images, les titres, le test. Et pour la partie UX, je vais plutôt réfléchir à comment va se comporter le site internet ou l'application ou le logiciel. L'ergonomie, oui. Voilà. Donc, en somme, en fait, lorsque vous avez une application, un site internet et que vous vous dites, ah, le site est beau, c'est quelqu'un, c'est un spécialiste en fait qui a travaillé à ce que le site internet soit beau. Donc, travailler sur la beauté du site internet et tout. Et ou, lorsque vous avez une application en main et que vous sentez qu'il est fluide, donc, c'est pas fait au hasard. On travaille également sur la fluidité, voilà, l'ergonomie du Ouais. site internet. C'est Donc, tout ça. c'est ça son métier. Donc, Voilà, elle, c'est ça. c'est elle qui fait que vous avez accès à de beaux sites internet. Lorsque vous allez sur des plateformes, par exemple, De belles applications. Ça. oui, de belles applications également. Donc c'est ça son métier. Mais pourquoi dans tout le référentiel de formation? Parce qu'il y Mhm. a beaucoup de choses, on a parlé de création, de, comment on appelle ça, de contenu multimédia, Mhm. même la conception du site internet. Hein. Oui. Voilà, via plusieurs outils no-code. Aujourd'hui, on fait des applications avec des outils no-code, etc. Pourquoi avoir choisi de façon spécifique l'UX design? Pourquoi? Ok. Qu'est-ce qui vous a amené là? Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Je pense que euh, d'abord, j'ai fait la découverte de ce métier-là par un parrain Techi, qui était venu pour On une salue masterclass. Teki au passage. Voilà. J'allais Techi. Qui nous avait demandé de faire des maquettes. Et je pense que lorsque j'ai fait ma première maquette, l'image que j'ai utilisée, il y avait un vert fluo qui n'était pas correct pour les yeux. Mais sur le moment, moi, je ne savais pas. Et lorsqu'il m'a donné les remarques et suggestions et tout, il m'a dit non, que tu choisis les couleurs, il y a telle manière de choisir les couleurs, tu dois dire pourquoi et tout. Je me suis dit, ah, on ne place pas des couleurs pour placer des couleurs, en fait. Il y a toute une logique derrière. Il y a tout un bon sens. Et je me suis dit, je veux approfondir cela, je veux en savoir plus sur ce métier-là. C'est comme ça que j'ai décidé de choisir cette branche de référent digital et tout. Alors, moi, ce que je voulais demander à M. Armand, est-ce que vous connaissez ce métier, le métier de UX designer? Pour être franc avec vous, oui, puisque ça fait partie, comme j'ai parlé, donc, pour des questions d'ergonomie et de parcours client. C'est une exigence aujourd'hui parce qu'il y a des normes même qui sont établies, non seulement évaluer la fluidité, la responsivité du site. Donc, c'est vraiment des métiers qui peuvent paraître nouveaux, mais qui sont d'actualité. Nous, chez nous, c'est vraiment des personnes, on a quelqu'un en interne qui s'occupe de tout ce qui est parcours client, parcours utilisateur. Est-ce que ce sont des profils qui sont demandés, par exemple, actuellement en Côte d'Ivoire? Ce sont des profils qui ne sont pas en très forte demande, je peux dire, parce que c'est vraiment méconnu. Beaucoup de sites, je pense que quand on regarde la sphère des plateformes en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui ont en réalité besoin d'être revampés Oui, on va dire et qu'ils ont des difficultés de d'améliorer design. de manière à améliorer ne serait-ce que l'ergonomie, mais surtout le parcours. Oui, Parce qu'il y a le front et le back. effectivement. Donc, dans les deux cas de figure, il y a ce besoin-là. Donc, je pense que c'est très bien qu'il y ait ce type de profil. Et je suis très heureux et ravi
qu'il y ait des profils comme elle qui viennent aujourd'hui répondre à un besoin, puisque nous, aujourd'hui, l'amorçage d'Internet, l'usage, c'est vraiment pas des choses qui sont, c'est assez, je dis pas que c'est nouveau, mais je peux dire que c'est pas C'est aussi, méconnu. voilà, il y a encore beaucoup de personnes qui ne se l'ont pas réellement approprié et qui ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir améliorer certains aspects. Du coup, si la demande n'est pas forte, c'est pas parce que le besoin n'est pas là. Exactement. Les gens en ont Le besoin, besoin est- mais ils n'ont même pas conscience en fait qu'ils en ont besoin, c'est ça? Je prends le cas même, au-delà même du UX designer, même dans la partie social media management, Mhm. il y a un réel amalgame qui est fait parce que par le passé, généralement, c'était le concepteur du site Internet, donc quelqu'un qui a fait un BTS informatique, qui était de facto qui était à la fois infographiste, dans certains cas de figure, je vois Raïssa sourire, mais parce que c'est ça aussi la réalité, comme on parle de écho des parcours, Ouais. généralement, un client vient te voir, il te dit, je veux un site Internet. Mhm. Il ne s'imagine pas qu'il faut, par exemple, un UX designer pour Oui, effectivement. s'assurer que, Mhm. déjà, il faut une charte graphique. Mm. Ça, c'est un premier point. Ouais, Donc, c'est ça. à supposer qu'il ait un logo, avant même qu'on arrive à la charte Non, graphique. Il y en mais a il qui a n'ont un même pas logo, de- mais il n'a pas de charte graphique. Mais il est un logo si c'est pas fait sur Word. Effectivement, c'est ce que je voulais Avec dire les justement parce Word, que si vous vous souvenez, les logos et les Word là. Donc, Souvent, le logo, même s'il en a eu la souffrance. chance d'avoir un infographiste, Mhm. d'avoir recours à un infographiste qui lui a fait un logo qui tient un peu la route et qui au-delà même du logo, une charte graphique avec tout un ensemble d'éléments avant même qu'on en arrive à un UX design qui va lui dire, qui va prendre le temps d'analyser le parcours, d'étudier les couleurs, de savoir quels sont les tons chauds, les tons froids, quel est le parcours long, le parcours court. Donc, c'est vraiment toute une logique qui, normalement, doit être sous-jacente de la création d'un site Internet. C'est ça. Mais ce qui se passait par le passé, c'est que c'est l'informaticien qui a créé le site, qui est à la fois graphiste, qui est à la fois community manager. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est de notoriété publique qu'on ait des social media managers, d'autant plus que au-delà même de la gestion du site, de la réputation, il y a la gestion de l'image sur les différents réseaux sociaux. Mhm. Et chaque réseau social a son contexte, a ses règles, a ses codes. Donc les choses évoluent dans le bon sens. On est très heureux, on est très ravis qu'il y ait de nouveaux profils comme le sien ou comme tous ceux que vous avez eu à citer qui aujourd'hui prennent le soin de se former, d'avoir un diplôme et de venir répondre à ce besoin qui existe sur le marché. Effectivement, parce que ce que vous dites m'interpelle beaucoup. Déjà, dans notre métier, beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément ce qu'on fait. Mhm. En réalité, lorsqu'on lit les fiches de poste, vraiment, on voit des choses qui sont improbables. Une seule personne qui gère 15 000 choses à la fois. Lui seul, je sais pas, il est digital manager, média social de ci, il est On est censé être créatif. graphiste et tout. Oui, en fait, on est créatif, mais une personne qui est créative pour, je sais pas, écrire de la musique n'est pas forcément créative pour créer, pour monter un magazine. Une personne qui monte un magazine n'est pas forcément créative pour monter toute une scène ou Oui, bien faire de l'architecture. Donc, chacun est créatif dans son domaine d'activité. Voilà, et c'est pour ça que nous aussi, on a un peu un rôle on va dire un rôle de conseiller, parce qu'on conseille beaucoup les clients qui viennent vers nous, les entreprises ou les particuliers. On les accompagne dans ce qu'ils ont envie de faire. Déjà, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous expliquez, et puis on essaie de voir derrière, on a parlé de logo, de charte graphique et tout. On essaie de comprendre la vision un peu de ce qu'ils font. Et c'est dans ce sens-là que la formation est partie. Je vais tout doucement me tourner vers Emmanuela. Ok. Voilà, qui va nous parler un peu de comment est-ce qu'elle a vécu la formation. Parce qu'on apprend tout ça pendant la formation, comment écouter le client, comment le comprendre et tout, et comment cerner ses besoins. Donc déjà, avant d'en arriver là, comment est-ce que tu as vécu la formation Simplon? Parce que là, tu nous as dit comment ça s'est passé, comment est-ce que tu es arrivé à Simplon, tu as découvert l'offre. Mais lorsque tu entres à Simplon, que tu commences à vivre la formation, attention, parce que Simplon, les formations de Simplon ont une certaine réputation. Non, mais il faut avoir le cardio pour... C'est Voilà. Il faut avoir le cardio C'est le moment. pour faire une formation simple. Oui. Effectivement, c'est le moment d'avoir en exclusivité première de la bouche d'une alumni Simplon
vraiment. les coulisses de la formation Simplon. Donc, dis-nous un peu, comment Les est-ce que toi mythes tu ou as les vécu? réalités? Est-ce que, voilà, Ok. tout ce que les gens disent, c'est un mythe ou c'est une réalité? La formation est intense. La Ok. formation est intense. Quand je dis intense, c'est que Monsieur Monzon va venir. Salut à Manzo. Salut à Monzon au passage. Je vais dire tous les noms aujourd'hui. Il va venir on finissait les séances entre 18h30 et 17h. Donc, c'était D'accord. du matin au soir, du lundi au vendredi. Et Monsieur Monzon va te donner un exercice à 18h, c'est-à-dire à l'heure de descente, une veille technologique à rendre le lendemain et en présentation. Et tout le monde doit faire cette présentation-là. Tu ne sais pas si c'est toi qui vas présenter ou pas. Donc, vraiment, c'est tiré au sort. C'est Donc, tiré au chacun sort rentre à le la jour maison avec le J. cœur qui bat. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le contenu de la formation. Il y a vraiment assez de choses à apprendre. C'est très intéressant Et c'est très intensif. et c'est très intense. Moi, en tout cas, j'encourage toutes les personnes. Quand quelqu'un me dit, ouais, je cherche une formation, je veux faire une formation, je ne peux pas rentrer directement dans le cursus scolaire parce que voici telle raison, je ne me fatigue pas, j'envoie le lien de Simplon. Parce que je sais que c'est une formation où ces personnes-là vont pouvoir avoir des compétences vraiment pratiques pour aller dans le milieu du travail. Et c'est ce qui est intéressant aussi quand tu finis la formation Simplon. Il y a le stage qui est cherché, qui est trouvé. Et puis, il y a le réseau aussi qui permet de vraiment obtenir rapidement le stage pour commencer. Effectivement, parlant de stage, c'est-à-dire, est-ce que tu estimes que la manière dont tu as été formé, on va dire la manière dont vous avez été formé, parce que c'est une promotion, vous a beaucoup aidé en fait dans votre insertion professionnelle? Est-ce que toute la pression, le rythme de travail, tout ce sur quoi vous avez travaillé, est-ce que ça a contribué en fait à faire de vous de bons professionnels une fois que vous êtes entré dans les entreprises qui vous ont recruté? Chez Simplon, on a un truc, il y a un truc qu'on nous disait de temps en temps. Tu connais tout en fait et Google est ton meilleur ami. D'accord. Et en fait, on est ressorti de là-bas avec un esprit de... On n'a pas peur de faire quelque chose. Tu viens me dire quelque chose. Je sais que c'est dans mes codes. Genre, j'ai plus peur. C'est vrai qu'on dit il y a le syndrome de l'imposteur et tout. Mais je pense que cet environnement-là nous a aidés justement à combattre tout ça. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Et lorsqu'on rentre dans le monde du travail, il peut y avoir quelques petites différences, mais c'est à quelques limites près parce que chez Simplon, on travaillait plus sur des projets d'entreprise. Donc, le client va venir, il va présenter son projet, on va travailler là-dessus comme si on était une agence, on est subdivisé en groupe et on travaille comme si on était une vraie agence. Donc, du coup, ça nous met déjà dans le moule de comment les agences travaillent avec souvent les sauts d'humeur, les, les délais, les avis des clients aussi, parce que tout ça, c'est l'humain, et l'empathie, tout ça. Et ça nous a appris, je pense que c'était vraiment intéressant là-bas. On a appris ça et quand on est parti dans le monde du travail, on n'était pas aussi trop dépaysé. Ouais. Moi, pour ma part, en tout cas, j'étais pas dépaysée. Il y a une question qui me démange en tout cas depuis le début, parce que bon, aujourd'hui il est là, hein, donc je vais me faire le moment, on va dire, d'une question, le porte-parole de la jeunesse. Ok. Voilà. Monsieur Cadel, il y a quelque chose vraiment qui me démange. Ok. Vas-y, pose Vous la avez question. parlé de carrière, de plein d'opportunités, etc. En tout cas, dans beaucoup de podcasts, notre podcast est un peu spécial. On a dit qu'ici, on montre les coulisses. Dans Ok. beaucoup de podcasts, tout le monde dit il y a des opportunités dans le monde de l'emploi, il faut que les jeunes se battent. Mais les jeunes même, on dit on investit en eux, là, les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail. Ils vont essayer du carrière, ils mettent les CV, ils se débattent comme ils peuvent, mais et du carrière, souvent, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais demander qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là ont le sentiment ou bien, je ne sais pas, ressentent qu'il n'y a vraiment pas d'opportunité pour eux, en fait. Des jeunes qui ont parfois la licence, le master, un BTS quelque part, ou bien ils font un stage, 2 stages, ils ne durent pas en stage, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils passent de stage en stage pendant 2-3 ans, ou bien après, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais quand vous faites une analyse, on va dire globale de l'environnement du travail en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas? Merci Jordan. Cette question, c'est une question qui est non seulement importante parce que je pense qu'elle est portée par beaucoup de jeunes et c'est crucial et fondamental de pouvoir y répondre en toute honnêteté professionnelle et en toute transparence. C'est pas un secret de polichinelle,
de dire qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Mhm. Je prends un cas simple. Lorsqu'on on publie une offre de type Bac+2, en une semaine, on se retrouve en moyenne avec plus de 300 à 400 candidatures. Ça, c'est un constat. Donc, il faut partir du principe que pour une seule offre, on se retrouve avec une demande qui est... Donc, pour un recruteur qui cherche un profil X, il a au moins 300 personnes ou 400 personnes, quand on tire jusqu'à une semaine, ça c'est ce que nos chiffres le disent, pour un même poste. On part du principe que tous les profils ayant candidaté à l'offre ont au moins le diplôme. Sinon, la réalité, il va sans dire que pour un Bac+2, tu auras des profils qui ont des Bac+3, Bac+4, qui viendront postuler. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, quand on regarde les causes profondes qui sont à l'origine du fait que beaucoup de candidats postulent à plusieurs reprises et ne sont pas, on va dire, ne sont pas appelés ou ne se voient pas conviés à des entretiens, ça part du fait que, je pense que je l'avais évoqué, nombreux sont ceux qui non seulement ne sont pas proactifs, moi je connais des jeunes qui ne prennent même pas le soin, qui sont toujours sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, mais quand ils voient une offre qui les intéresse, ils vont dire, bon, moi j'ai vu, je vais enregistrer, je vais postuler, attendre. Par exemple, si aujourd'hui on est vendredi, si l'offre, on se dit par exemple, la date limite pour postuler c'est 18h, il va attendre 17h59 pour envoyer son CV. Non, on en rit, mais c'est la réalité. Beaucoup de jeunes la démarche de recherche, c'est le premier boulot même. Si on doit se dire, avant même qu'on ne soit retenu ou bien on se voit être embauché dans une entreprise, c'est un boulot à part entière. Rechercher du travail, c'est un travail en tant que tel. Donc, il y a plusieurs facteurs exogènes. Donc, on a parlé de la proactivité, mais on revient encore sur l'épineuse question de l'adaptation du profil au descriptif de l'annonce. Et sur ça, franchement, il y a à boire et à manger. Excusez-moi du terme, mais il y a tellement de choses à dire. On pourrait commencer de la Genèse au Nouveau Testament. Comme aujourd'hui, on est vendredi saint. C'est-à-dire, depuis l'objet du mail de candidature, vous n'imaginez pas ce qu'on peut lire comme objet. CV retouché. Les gens vraiment ne se forment. Pourtant, tout est sur Internet aujourd'hui, elle a dit. L'objet. Et même, peut-être même avant même qu'on en arrive à l'objet, la nomenclature même du CV. Du document, c'est ça. Le CV qu'on envoie, quelle nomenclature on donne à son document? Quel objet on donne au mail? L'objet du mail de candidature. Depuis les informations clés à mettre, l'ordonnancement, les fautes, le choix des couleurs, les informations clés à mettre. Et il y a tellement d'informations, parfois essentielles, que les candidats ne mettent pas, qui font que le CV, la version du CV qu'ils présentent est basique en fait. Or, le recruteur, quand il a du choix, il recherche le profil qui fait la différence, qui est capable de... Le meilleur profil. Or, le meilleur profil, c'est celui qui arrive à vraiment se démarquer. Le CV en lui-même, aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui font 30 secondes sur ton CV, donc je n'ai pas besoin de venir m'asseoir pour lire. Mais où je sais gratter un programme qui va me trier, lire les mots sortis, les mots-clés, et puis me faire ma shortlist de profils qui m'intéressent. Quelqu'un qui est, comme on parle de offre de compétences, quelqu'un qui est susceptible de lui offrir des compétences, de lui apporter une réelle valeur ajoutée. Donc, tant que nos jeunes frères qui nous regardent, qui nous suivent au travers de ce podcast, tant qu'ils n'auront pas intégré ce paramètre-là et qu'ils se mettent dans le moule et veulent faire comme tout le monde, ils ne pourront pas se démarquer. Et se démarquer positivement, il faut vraiment être force de proposition. Il ne faut pas avoir l'approche classique de se dire « Non, je suis tel profil, j'ai un Bac+2, je cherche du travail. » Mais chercher du travail, tout le monde en cherche. Mais si tu te présentes comme le profil qui est susceptible de doubler son chiffre d'affaires ou bien le financier qui est capable de lui faire 30 ou 40% de réduire, lui faire une économie. Ça, c'est vraiment des informations
qui font tilt dans l'oreille d'un recruteur ou d'un chef d'entreprise. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Du travail, il y en a. Ça, aujourd'hui, Éducarrière, c'est quoi? C'est près de 15 000 offres d'emploi tous les ans qui transitent, qui sont... Donc, c'est au moins 100 000 personnes qui trouvent du travail via notre plateforme. Et c'est une réalité. Donc, les profils qu'on rencontre en ville, qui ont eu du travail, que ce soit un stage, que ce soit une reconversion, ils sont nombreux. Et moi, c'est ma plus grande fierté de voir que j'ai pu aider des jeunes africains même, ou des jeunes tout court qui sont en Côte d'Ivoire ou à de la diaspora, qui postulent, parce que aussi ça, c'est une réalité. On a des jeunes qui vont suivre des parcours à l'international et de là-bas qui postulent pour revenir au pays, ou des jeunes de la sous-région qui sont au Togo, qui sont au Bénin, qui sont au Sénégal, qui postulent, qui sont intéressés par des opportunités en Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est le marché, il existe et il est hyper compétitif. Exactement. Sachez que nous sommes dans un monde de globalisation. Lorsqu'une offre est publiée, il est disponible dans tous les pays. Donc, quelqu'un qui est au Japon, en France, à Paris, il a la possibilité d'avoir accès à l'offre que vous avez vue également dans votre pays. Et le recruteur, il a besoin du meilleur profil. Il ne se dira pas que oui, moi, je veux forcément recruter quelqu'un qui a fait l'université de Cocody. Lui, il est à la recherche du meilleur profil. Donc, Exactement. comme M. Armand l'a dit, il faut pouvoir se démarquer. Il faut pouvoir aussi monter en compétences. Et pour monter en compétences, aujourd'hui, on a Internet, on a les outils qui sont disponibles. Que vous soyez d'une famille aisée ou pas, vous avez accès à la ressource. Et moi, la question que je voudrais poser à M. Armand, là, c'est quel conseil vous pourrez donner à un jeune, par exemple, qui cherche un emploi, qui est vraiment dans une démarche active de recherche d'emploi. Donc, quel conseil vous pouvez donner? Je pourrais axer les conseils que je pourrais donner. D'abord, c'est la première chose, de se mettre dans une réelle démarche de recherche, d'être lui-même à l'initiative, d'être vraiment au cœur de sa démarche de recherche. À l'instar d'Éducarrière, qui est la première plateforme, il existe toute une panoplie de sites aujourd'hui, de sites Internet, de groupes WhatsApp. Il existe également LinkedIn. Donc, première chose, c'est vraiment de cartographier toutes ces plateformes-là et de se donner une routine de consultation et de recherche. Donc, ça, c'est un premier point. Deux, d'avoir un projet professionnel. C'est quoi, dans quoi est-ce qu'il s'inscrit? Parce qu'une chose est le marché, il est ouvert, hein, mais chacun a ses besoins, chacun a ses rêves. Donc, en fonction, il faudra qu'il ait une feuille de route qui aiguillonne sa démarche de recherche. Maintenant, on va dire, si la cartographie est faite, le projet professionnel, il est défini, c'est vraiment de se mettre, de se donner les outils, avoir un CV bien rédigé. Aujourd'hui, on a Internet, avoir une lettre de motivation bien rédigée, prendre le maximum d'informations sur l'entreprise avant de postuler. Et puis, avoir se présenter sous son meilleur jour quand il postule. Donc, depuis le CV, le contenu du mail de candidature, la lettre de motivation, que ce soit vraiment la plus irréprochable possible. Ça, c'est vraiment, vraiment, je peux dire, la base, en fait. Et puis, comme vous avez dit, les jeunes, aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, il y a toute une panoplie de formations, de certificats qui sont gratuits, qui sont accessibles, de networker aussi, d'apprendre à se connecter aux bonnes personnes, construire un réseau professionnel. Un autre élément sur lequel je veux vraiment, ça c'est m'appesantir parce que ça c'est un point, du fait que je pratique des recrutements depuis de nombreuses années, de travailler à la gestion de sa réputation sur les réseaux sociaux. D'accord. Ça c'est un point qu'on ignore, mais aujourd'hui, je peux dire 8 ou 9 recruteurs sur 10, ils ont pour premier réflexe de taper le nom d'un candidat. Quand un candidat même est shortlisté, je ne parle même pas du candidat lambda, je parle du candidat qui est shortlisté, qui veut le recevoir en entretien, par réflexe. Je pense que ça nous arrive tous, hein, d'aller taper le nom de la personne sur les réseaux, par exemple sur Facebook, est-ce qu'il a une page LinkedIn? Donc, sur LinkedIn, pour voir quel est son parcours, est-ce que ce parcours est en adéquation avec le CV qu'on a reçu,
quelles sont les personnes avec lesquelles il est connecté, est-ce qu'il a reçu des recommandations sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment un premier niveau de recherche et d'analyse qu'on fait. Après, ceux qui sont plus curieux, qui poussent plus loin, parce qu'en fonction du type de poste et de profil qu'on recherche, on veut aller voir qu'est-ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, quelle est sa réputation. Donc, si c'est vraiment le gars, excusez-moi, mais qui n'est pas très soucieux de son image, mais ça peut être en défaveur. Ça peut jouer en défaveur de certains. Certains ne le diront pas, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, faisons vraiment attention à ce que nous likons, ce que nous commentons sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un effet boomerang qui fait que demain, ça peut avoir des répercussions négatives sur notre profil ou peut jouer en notre défaveur. Je suis tellement... C'est tellement bien dit qu'on n'a même pas besoin d'en rajouter. Moi, j'ai une question. En fait, récemment, j'avais vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui disait oui, nous sortons de l'école et généralement, les recruteurs, ils ont besoin ils demandent un profil bac plus 2 avec 10 ans d'expérience. Donc, eux, ils ne savent pas comment avoir de l'expérience, avoir ces 10 ans d'expérience-là, sachant qu'ils sortent de l'école. Donc, quel conseil, généralement, il y a quand même de petites astuces pour pouvoir avoir de l'expérience professionnelle et tout. Et l'expérience, c'est pas forcément en entreprise. Moi, je le dis, ça peut être dans la vie associative. Ça peut être... Exactement. Donc, voilà, quel conseil vous pouvez donner à un C'est jeune une très belle perche, comme tu le dis. Aujourd'hui, la plupart du temps, les entreprises, on est dans un monde qui prône la compétitivité. Et on parle aujourd'hui de capital humain. On ne parle même pas de personnel, de capital humain. Pour dire que c'est une ressource essentielle qui est pour chaque entreprise, en fait, parce qu'elle est rattachée à la performance et à plein d'autres critères. Donc, pour nos jeunes qui sortent de l'école, aujourd'hui, il y a Internet, comme on a dit, mais il y a aussi pas mal de clubs-services. Je parle de la Jeune Chambre économique, je parle de l'AIESEC, il y a les clubs-services. Moi, j'ai découvert Toastmaster, qui est un club d'art oratoire. Aujourd'hui, grâce à Toastmaster, et qui est aussi bien utile, aussi bien pour les jeunes que même pour les personnes en activité. Il y a de nombreux, même nos associations du village, nos associations les clubs-services. Bon, je prends le cas, bon, pour ne pas faire de pub, mais aujourd'hui, le réseau dont on parle, mais les clubs, ce sont les juniors d'entreprise, parce que c'est déjà au sein de l'école qu'on vous apprend à vous mettre ensemble et à travailler sur des cas pratiques. Mais c'est vraiment comme ça qu'on arrive à se faire les dons, à se constituer un réseau. Donc, toutefois que vous pouvez soit intégrer un club service, une association, vraiment n'hésitez pas, ça c'est le conseil que je peux donner aux jeunes, n'hésitez pas à vous mettre au service de ces clubs, à vous investir et à donner vraiment le meilleur de vous-même. Parce que faut pas juste être membre du club pour être membre du club. Il faut vraiment travailler avec une démarche d'excellence, en donnant le meilleur de vous-même et en cherchant à vous démarquer. Et c'est comme ça, de là que peuvent découler des opportunités. Donc, les 10 ans qu'on recherche, on ne les a pas tous. Nous tous, on a commencé à zéro. C'est ça. Parce que quand on est sorti de l'école, on avait zéro expérience. Mais on a commencé par des stages, on a commencé à travailler au sein de à se rendre disponible au sein de certaines associations. Et c'est tout ce qui a permis c'est tout ce qui permet de pouvoir se constituer une première expérience avant même de pouvoir avoir sa première réelle opportunité. C'est ça. D'accord, moi j'aimerais rebondir rapidement. Tout à l'heure, il a parlé de stage. Donc, vers Emmanuela, bien évidemment. Donc, Emmanuela, lorsque tu as fini la formation est terminée et que tu as pu avoir, avec l'accompagnement de Simplon, ton tout premier stage en entreprise, est-ce que après cette première expérience-là, il y a eu une période de flottement où tu as ressenti une difficulté à pouvoir réellement t'insérer par rapport au profil et à tes aspirations professionnelles, au profil que tu as? Est-ce qu'il y a un moment où tu es resté un peu à la maison ou bien il y a un moment où tu t'es dit qu'il n'y a pas, tu postulais, tu trouvais rien? Comment est-ce que ça s'est passé? Après Simplon, par la grâce de Dieu, moi, j'ai pas eu de période de flottement. D'accord. Je pense que le recruteur, il est venu me chercher à la MTN Academy même. Genre, D'accord. on était en pleine formation, il nous restait peut-être 1 mois ou 2 mois de formation et il y a un recruteur qui est venu et c'est comme ça, moi, je suis rentrée dans le monde du travail après la formation. Et pendant que j'étais en entreprise, je continuais à me former
notre métier, il ne faut jamais arrêter de se former. Donc, je continuais Effectivement. toujours à me former avec Google, les certificats en ligne. Et j'ai vu encore une autre opportunité pendant que j'étais en service et j'ai postulé à cette autre opportunité-là. Donc, je pense que j'ai Et pas... tout de suite, ça a pris. Parce Euh, que tu as postulé, en oui, même temps, on t'a appelé. Ça dit qu'il n'y a vraiment pas eu pendant de. ma période de stage, je pense que c'est la seule opportunité à laquelle j'ai postulé. Et tu as été retenu tout de suite. Et j'ai été Automatiquement. retenue, je pense, ouais, oui. Hein? Et Nous étions, il y avait des développeurs, il y Mhm. avait, c'était, quand je suis partie à l'entretien, je sais qu'il y avait des développeurs, il y avait d'autres personnes qui devaient faire le design, mais j'ai été celle qui a été retenue et je suis encore là-bas parce que l'environnement de travail est vraiment bien. Donc, j'ai vraiment pas eu cette période de flottement et je pense que c'est surtout à cause des compétences et aussi le fait de toujours être en train d'apprendre, de s'actualiser, d'évoluer, en fait. d'évoluer. Mhm. D'accord. Et comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu deviennes finalement la meilleure, on va dire, bon, UX designer UI d'Afrique. designer d'Afrique? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2023 D'accord. et j'ai reçu un mail de l'African Creative Award que je devais participer, que j'ai été nominée. Au début, je ne D'accord. savais pas si je voulais et tout. J'ai réfléchi et après, j'ai envoyé le mail que oui, je vais participer. Et il y a eu la période des votes. Je pense qu'ils ont trouvé mon travail grâce à mon portfolio. C'est important d'avoir un portfolio Ah, lorsqu'on est... effectivement, c'est bien. Donc, tous les apprenants en formation, faites vos portfolios. On Oui. les poursuit tout le temps à cause de C'est quoi un ça. portfolio? Voilà. Un portfolio, c'est une vitrine où on va trouver votre travail. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un site internet. Il y a des alternatives à cela. Il y a des plateformes qui sont mises à disposition pour mettre vos portfolios en ligne. Je peux citer Behance. Donc, j'avais un portfolio là-bas que je mettais à jour. Je vais mettre mon portfolio à jour. Et tous les graphistes, tous les UX designers de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, mettez vos portfolios à jour, c'est important. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait la découverte de mon travail grâce à mon portfolio. Ils m'ont contacté, j'ai répondu aux mails et nous sommes partis à la phase des votes. Merci encore à toute la communauté de la MTN Academy, de Simplon qui m'a soutenue pendant toutes ces périodes-là. Et pour les votes, je pense qu'avec je n'ai pas dit mon adversaire, mon confrère, j'étais à 2000 votes de différence lorsque ça a été comptabilisé. Donc, moi, je savais que les votes, j'avais perdu. Et on est passé à la phase de la pratique. Et je pense que c'est là-bas que la différence est faite. À la phase de la pratique, on devait rendre un travail avec un thème. Et quand on est parti à la cérémonie de remise de prix, ils ont dit mon nom, j'étais surprise, j'étais étonnée, mais j'étais contente et c'était La super. formation simple. Ouais, c'est la formation Simplon. Bravo. Félicitations. Merci. D'accord, mais là, par exemple, elle a vraiment, on va dire, un parcours lisse depuis la formation et tout. Mais à Simplon, on reçoit beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Là, c'est très important. D'autres personnes qui quittent des domaines vraiment divers, sont des scientifiques, voilà, qui arrivent à Simplon et qui viennent faire la formation de référent de digital creator. Voilà. Non, mais il faut dire que toi, tu es un juriste à la Bon, base moi, je et tu es suis, devenu graphiste je design suis juriste formateur. d'affaires, voilà, droit des affaires et management des entreprises. Ok. Mais bon, aujourd'hui, bien évidemment, moi aussi, j'ai fait un peu de reconversion. Tu n'as pas fait un Je suis peu, même, tu as fait je beaucoup. suis même expert dans mon domaine, dans le domaine dans lequel je me suis reconverti. Mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne sont pas forcément à Simplon et qui disent que, voilà, eux, ils ont, je sais pas, un master en comptabilité et tout, mais dans le domaine de la comptabilité, c'est saturé et que vraiment, c'est compliqué de pouvoir trouver. Est-ce qu'on est, par exemple, obligé de travailler dans le domaine dans lequel on s'est formé à la base? Ou bien, par exemple, si tu es vraiment passionné de ce que tu fais, est-ce que vous conseillerez à une personne qui a des difficultés à trouver de l'emploi dans son domaine de base de faire une reconversion? Parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent de ça, qui ne veulent pas forcément faire de la reconversion, mais aussi qui ne trouvent pas forcément une porte de sortie. Vraiment, c'est compliqué. Je vois plusieurs personnes, j'ai même assisté à un échange, on va dire plutôt, ou sur les réseaux sociaux même par rapport à ça,
à des personnes qui disent, mais oui, on va à l'école, on se fait former et tout. Après, quand on sort, il n'y a rien. On a un master aussi, on cherche du travail dedans. On insiste pendant des années, on ne trouve pas alors qu'on a du talent et tout. Vous avez aussi parlé du talent. Donc, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces personnes-là? Aujourd'hui, je pense que c'est une très belle question que tu poses. Aujourd'hui, on a un marché de l'emploi qui est vraiment en inadéquation. On a des curricula académiques qui ont besoin d'être, pas que lessivés, mais repensés. On a des formations, ça vraiment, je fais la cartographie, hein. On a des curricula de formation qui, à la réalité, n'ont aucune débouchée. On a des curricula de formation universitaire aujourd'hui, mais qui aujourd'hui n'ont aucune débouchée. Même si vous allez juste sur le marché local, même si vous allez jusqu'au, je sais pas, c'est master aujourd'hui, parce qu'on est dans le système LMD, vous allez jusqu'à la licence master, sans faire de trucs, de certaines formations. Je pense que vous devinez aisément universitaire. D'accord. Mais il n'y a pas de débouché pour même certaines formations dans certaines langues qui n'ont aucune débouchée aujourd'hui sur le marché. Donc, et malheureusement, on est tous directement ou indirectement victimes du manque de bonne information, de cette question d'inadéquation, cette question de raréfaction du besoin, et puis de l'arrivée massive chaque année des diplômés sur le marché. Donc aujourd'hui, je pense que ça fait partie même des politiques publiques de travailler à la reconversion, de travailler, et ça vraiment, c'est ce shift-là, il faut qu'on puisse l'intégrer, déjà préparer nos jeunes, je ne sais plus si c'est peut-être après le bac ou un peu avant le bac, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'introduire l'entrepreneuriat, qui peut permettre d'une certaine manière d'absorber, mais de se dire, oui, je suis parti à l'école, j'ai un bac plus X en tel domaine, donc il faut obligatoirement que ce soit dans ce domaine que je travaille. C'est faux. Aujourd'hui, ayons le courage de le dire. On n'est plus à l'époque de nos parents où ça aussi c'était en fait, où le papa rêvait de devenir X médecin. Moi, j'en connais. Comme toi, je connais quelqu'un qui a fait médecine parce que son père voulait qu'il devienne médecin. Donc, il allait faire 7-8 ans de médecine. Et quand il a fini, il a eu le diplôme, il est venu remettre à son papa, il allait faire l'infographie. Oui, c'est une réalité. Et il était très bon infographe. Celui dont je parle, c'est un des meilleurs qui a une très belle touche. Quand tu vois son portfolio, et quand tu lui demandes, il dit, j'ai été médecin. Comme moi, j'ai eu un infographiste comme collaborateur, mais son curricula, il a fait un BTS, finance comptabilité. Donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous passionne? Moi, je pense qu'il y a cette problématique-là qui est importante, qu'il faut adresser. Donc, c'est de s'asseoir avec nos jeunes pour déjà être transparent avec eux, pour leur dire, oui, l'école, c'est bon, vous avez des rêves, de savoir qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui les fait rêver, à quoi est-ce qu'ils aspirent, et puis leur faire comprendre que oui, ça c'est aspirationnel, mais il faut se dire aussi qu'il peut arriver que, certes, on peut faire un bac plus 5 en affaires internationales et logistique, et puis un bon matin, virer devenir acteur du digital. Et comme le juriste aujourd'hui, donc je peux dire, ce sont des cas et des gens, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qui lui plaît, dans quoi est-ce qu'il s'épanouit. Moi, aujourd'hui, quand je parle avec des personnes qui sont en recherche, les questions que je pose, c'est pas qu'est-ce que tu as comme diplôme, mais qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu sais faire? Ou bien, dans quoi est-ce que ton entourage reconnaît que tu es bon? Ou bien, qu'est-ce que tu as fait qui te passionne, pour lequel tu arrives à faire, pour lequel on peut te payer ou pas? Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment de savoir les compétences réelles que le profil a et l'orienter dans ce sens. Parce que, comme beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent au bout d'un certain nombre d'années, soit ils se lassent de ce qu'ils font. L'année critique, c'est 5 ans. Ça, on voit plein de jeunes, au bout de 2 ans, 3 ans, commencent à se tourner les pouces. Quand c'est comme ça, en tant que recruteur, on dit commence à être critique. Critique, c'est dire il est sur le point de partir à tout moment. Mais il y a des gens, voilà, au bout de 3-5 ans, ils sont fatigués de faire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire autre chose, ils veulent passer à autre chose. Donc,
c'est pas étonnant que des gens, après avoir passé 10, 15 années dans des domaines, se retrouvent, font des shifts et viennent apprendre et puis se lancent dans de nouvelles carrières. Donc, je veux dire qu'il faut prendre le soin d'en parler beaucoup plus aux plus jeunes et puis, voilà, de réfléchir ensemble, de construire, de leur parler de cette réalité, puis de les aider à construire leur parcours Mais si on professionnel. part sur la passion, il y a plein de jeunes, par exemple, qui vous diraient que ce qui me passionne ne va pas forcément me faire manger. Parce que, C'est faux. ah, C'est faux. Aujourd'hui, moi, il y a certains métiers dits mains, des métiers dits mains. Aujourd'hui, tu as, sans dénigrer, mais avant, tout ce qui était dans le multimédia, Mhm. la création de contenu, euh, ce sont des réelles passions. Des gens vivent. On trouve même qu'ils vivent bien de leur métier, ils vivent bien de leur art. Moi, je pense aujourd'hui que le paradigme évolue. C'est pas travailler, c'est pas être entre quatre murs. Moi, c'est vraiment mon ressenti. Travailler, c'est exercer un métier et faire quelque chose qui te passionne et qui te rémunère et qui te donne de pouvoir subvenir à tes besoins. Oui, après, moi, je voudrais demander aux jeunes aussi qui cherchent à avoir un métier, de s'informer sur les métiers, les nouveaux métiers, les métiers qui se C'est ça. créent. Parce qu'on évolue, il y a de nouveaux métiers qui se créent et les gens, ils ne sont pas forcément informés et ils restent encore figés. Après, c'est très lié à notre parcours scolaire, académique. Donc, lorsque tu as bénéficié d'un parcours où on te dit le débouché, c'est soit être enseignant, tu n'as pas forcément d'ouverture sur des métiers connexes qui peuvent être autour de ce métier. Donc, formez-vous, informez-vous surtout. D'accord. Je pense que voilà, vous allez avoir accès, vous allez découvrir de nouveaux métiers. là, on va entamer la dernière partie très rapidement avec un petit quiz, on va dire légèrement épicé, auquel seront soumis nos participants. Donc, le principe, il est simple, hein. Voilà, donc vous allez simplement répondre à chacune des phrases par mythe ou réalité. Ok. Voilà, Donc, donc soit là, c'est un mythe ou soit c'est soit une c'est un mythe, soit c'est une réalité. Ok. Voilà. Ok, donc très rapidement, on va commencer. Bon, vous allez répondre de façon aléatoire. Celui qui répond Ok. le premier répond, puis après l'autre prend. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres de passage, vous n'êtes que deux. D'accord. bon Ok. Voilà, donc, Honneur aux dames. ok, donc on commence par elle. La première phrase, dans le numérique, si tu n'as pas codé à 12 ans, tu es déjà en retard. Mythe ou réalité? C'est un mythe. C'est un mythe. Oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai que celui qui commence plus tôt a plus d'avantages, mais c'est un mythe. On peut toujours se reprendre. Celui qui commence plus tôt, A un peu plus d'avantages. Quand tu commences plus tôt, tu as plus d'expérience et tout, mais c'est un mythe, quoi. Vous pouvez commencer, si vous avez 24 ans et que c'est maintenant que vous voulez commencer à coder, allez-y, ne vous mettez pas de barrière. d'accord. Et vous? Je suis d'accord, hein, parce que même si aujourd'hui, des écoles aujourd'hui intègrent le codage dès la classe de ce CM, mais je veux dire, ça ne conditionne pas, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que celui qui le découvre après, beaucoup plus après, ne soit pas, voilà quoi. Donc, Ok. Les recruteurs regardent plus ton portfolio que ton diplôme. Mythe ou réalité? Réalité. c'est une réalité. C'est une réalité. Je pense que là, les deux sont d'accord, hein. C'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi? Pour des profils le portfolio concerne des profils qui sont à consonance graphique ou créative. Mhm. Donc, tout ce qui est social media, UX designer, social media management, etc., ou Développeur. infographiste, développeur, on voudra savoir au-delà de ton CV. Oui, même si tu as fait HEC, tu as fait Harvard, oui, c'est une chose, c'est juste un papier A4. C'est pas pour dénigrer, mais on veut voir dans la vraie vie qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu craches sur le terrain. Donc, on veut voir tes réalisations et ce sont des réalisations qui parleront à la place de ton diplôme. D'accord. Je pense que je suis d'accord avec Je ça. suis d'accord. D'accord. LinkedIn est devenu plus important que le CV. Mythe ou réalité? LinkedIn est plus important que le CV. Mi-figue, mi-raisin. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Les filles raisin. Mi-figue, mi-raisin. Mais je peux dire, avec le monde digitalisé dans lequel on est aujourd'hui, c'est vraiment, on a du mal à comprendre qu'un profil ne soit pas sur LinkedIn. Ok. Mais pour certains postes, par exemple, vous cherchez une balayeuse, une fille qui va venir nettoyer. Voilà, pour certains profils, il y a certains profils qu'on ne retrouve pas sur LinkedIn. Très souvent, ça c'est une réalité. Les profils qui n'ont pas des niveaux vraiment élevés, vous dire ça comme ça, c'est pas, mais qui n'ont pas
par exemple le bac. Voilà, très souvent, ce genre de profil, on ne les trouve pas sur LinkedIn. Après, il y a des profils qui ont un top niveau, mais qui ne sont pas très réseaux sociaux, mais Et qui ne veulent pas même pas qu'on les être sur retrouve. LinkedIn, mais qui veulent Là, pas c'est qu'on les les retrouve. recruteurs qui vont les chercher. Ouais. Donc, je peux dire c'est relatif. D'accord. Mais c'est vraiment important que, vraiment, pour quelqu'un qui a un bac plus 2, qu'il ait vraiment une page sur LinkedIn. C'est un peu comme son CV, mais de façon numérique, en fait, mais qui est à la disposition de tous les recruteurs. Donc, LinkedIn, c'est bien, le CV aussi. D'accord. Ok. Les stagiaires sont devenus les vrais community managers des boîtes. Non, Mythe ou c'est un mythe. réalité? C'est mythe. C'est C'est un un mythe. mythe. C'est un mythe, c'est un gros mythe. D'accord. Les meilleurs conseils pro viennent souvent d'un tweet ou d'un mème. Mythe ou réalité? Non, Je c'est sais un pas. mythe. Ouais, mythe. C'est un Parce mythe. qu'aujourd'hui, qu'il il y y a a... beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux, qui s'improvisent un peu conseillers et tout, donc ils donnent plein de conseils aux Il y jeunes a- travailleurs, il y a- aux jeunes Mais entrepreneurs. à la Est-ce que- réalité, Les coachs Twitter de est le formation. réseau social le moins en vogue en Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. C'est plus pour de l'actualité, mais pour une catégorie de personnes. Des personnes même qui sont vraiment très digitalisées, qui ont, ab- qui ont pu intégrer Twitter beaucoup plus tôt, qui l'ont encore. Moi, très honnêtement, Twitter, j'y vais très rarement. Moi, j'y vais même pas. Voilà, donc Moi, j'y vais, mais c'est Mais de pas temps en temps. de temps en temps. pour les bérets. Et c'est pour les Les bérets, bérets. les bérets. Mais c'est Les vraiment bérets très mouvementé Ouais, là-bas. hein. gris. Les gens sont, Faut ils se sont plaindre. trop- ils sont même un peu trop à l'aise sur Non, mais Twitter non, Les parfois. gens pas- se Et un clashent. peu- Les gens, les vrais, Ouais. En fait, les tout le vrais monde clashs va là-bas intellectuels. pour les clashs, là, en C'est le réalité. vrai clash Et intellectuel. c'est tout En pour ça. réalité. Très rapidement, une dernière question. Quand on dit je me lance dans un projet, ça veut juste dire j'ai une idée et zéro plan. Mythe ou réalité? Non, je me lance dans un projet tout court. Oui, En Côte d'Ivoire, ou bien Voilà. un Ivoirien qui se dit il se lance dans on un va dire projet. un Ivoirien qui dit je me lance dans un projet. En tout cas, quand un Ivoirien te dit qu'il se lance dans un projet, bon, Moi, je disais, peut-être je vais être un peu méchant sur ça, mais je dirais réalité. Tu prends sur 10 jeunes qui vont te dire, ah tiens, j'ai un projet. Mhm. Tu as peut-être 2 ou 3 qui seront capables de te dire, voici mon plan. Mhm. Après, pour beaucoup, ils s'arrêtent plus à l'étape d'idéation. Et même, je ne vais même pas même des histoires de concepts, d'analyse, de business plan. Ça, franchement, tu leur as demandé beaucoup de choses. Ou même, il y a l'effet d'entraînement, l'effet boule de neige. On a vu avec les cabines. J'ai vu mon frère qui fait cabine, on dit ça marche, je vais à Djamé, j'achète un truc, moi aussi je viens faire cabine. On est plus dans du mimétisme, c'est ça. Oui. dans certains cas de figure, ou bien j'ai entendu que on fait X, Y, ou bien j'ai vu tel Je veux tel faire. faire, je fais. Sans vraiment une réflexion Profonde. profonde et sans prospective. Comment ça évolue à moyen et long terme. Donc ça, je pourrais dire que c'est une réalité parce que pour beaucoup, je me lance dans un projet, pour beaucoup de jeunes, ça c'est vraiment pour beaucoup de jeunes que j'ai vu être porteur de projet, c'est vraiment pas structuré, il n'y a pas de prospective et c'est l'effet domino qui fait que beaucoup de projets meurent tôt. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui, l'âge critique, c'est 5 ans. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau du CPC, on dit quand tu as 5 ans d'existence, c'est que ton projet est mature ou bien ton Oui. projet a du sens. Tout à fait. Donc, je pense que c'est une réalité, mais j'aurais aimé que ce soit un Que ce mythe. soit un mythe. Mais bon, ça, c'est vraiment... Peut-être que je me trompe doucement avec moi dans les commentaires, mais je parle d'un cas, peut-être que je me trompe. Donc, Jordan dit... Et toi, Emmanuela? à tes followers pense que c'est- d'avoir pitié de moi. Je pense qu'il y a quand même une réalité. Pour revenir à mon travail, il y a plein de projets informatiques, d'applications qui tombent parce qu'on n'a pas pris le temps de voir un UX designer qui va te dire non, tu veux faire ça là, mais comment les gens vont payer, comment le système de paiement va se passer, mais tu es en train de faire... Et il y a plein de trucs, Ça te rappelle quelque chose, ça? il y a Ça des me rappelle même beaucoup de choses. beaucoup même. de choses. Et il y a vraiment beaucoup de paramètres que les porteurs de projets, ceux qui font des prennent pas en applications et sites web ne prennent pas en compte. Ouais, je vais faire un site web, je vais prendre un template, je vais l'adapter aux couleurs et avec mes images et vas-y, le projet est lancé. Et après, on se retrouve 3 mois, 6 mois, 1 an, on fait de la publicité et ça tombe
Ouais. Après ils ont le projet, ils savent même pas comment gagner de l'argent, mais ils savent comment lever du financement. Donc, eux, l'objectif, c'est le lever du financement. Mais lorsque tu leur demandes, mais comment tu gagnes de l'argent avec ton projet, ils ne savent pas forcément. Ce Donc, que, ça, c'est vraiment une ce que vous réalité. dites est tellement intéressant. Je pense que c'est vraiment révélateur de. Je pense que très certainement, certains parmi vous ont dû le voir. Souvent, il y a des gens qui font des affiches, ils collent les affiches là sur des murs, des poteaux, sous des, comment on appelle là, des ponts. Site internet à 100 000, 50 000. C'est Ça ça. rejoint exactement J'ai ça. la C'est version Parce que payante. les justement. gens se disent, ah tiens, j'ai juste besoin d'un site internet. Or, Mhm. il y a toute une Il y a réflexion et toute une ça doit réflexion derrière. s'inscrire dans une démarche. Tout un Et voilà, et travail puis de la logique. prospective. Mhm. Voilà, donc du coup, il y a vraiment du boulot. Et il y a ce travail de Il y a cette- sensibilisation là qu'il faut faire. Effectivement. D'accord, c'est bien noté. Donc, vraiment, ce fut un réel plaisir pour nous de vous avoir ici aujourd'hui, surtout sur le premier numéro du podcast. Il faut savoir aussi que l'insertion fait vraiment partie du cœur de métier de Simplon. Voilà, l'accompagnement à l'insertion, on aide vraiment les jeunes qui sont passionnés du numérique ou bien qui sont en pleine reconversion professionnelle à pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel. Nos formations ne sont pas longues dans la plupart des cas, Mm. mais elles sont vraiment assez dynamiques pour qu'une fois sur le marché, ils puissent vraiment s'en sortir sans avoir, je ne sais pas, le formateur sur leur dos, bien quelqu'un pour les chaperonner et tout ça. C'est ça, c'est Voilà. ça. Franchement, nous avons pris plaisir. Moi, particulièrement, ça a été un régal de vous écouter. Bon, lorsqu'on parle d'insertion, on parle de métier. Tout de suite, ça m'intéresse. C'est mon métier au quotidien. Moi, je travaille à trouver de l'emploi pour des jeunes, surtout dans dans les métiers de la tech. Alors, on espère que vous avez aimé ce plateau. C'est bien. Est-ce qu'ils ont un mot de fin Est-ce que vous déjà? avez un mot de fin? Un mot de fin très épicé. Parce que je sais que De toi, tout est Cadel, épuisé, je dois. oui, 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 il faut que ça soit épicé parce que Cadel a quelque chose à dire. Il faut Non, qu'il non, 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 libère non. ça pour Non, les non, personnes très, qui nous très écoutent. épicé. Voilà. Je dirais pas épicé, mais je veux dire. D'abord, je veux commencer par des remerciements. Mhm. Remercier que ce soit Jordan, que ce soit Raïssa. Remercier aussi Emmanuela pour cet échange convivial qu'on a eu. Remercier aussi tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, qui suivent Écho des parcours. Ils sont à la bonne adresse et on est très honoré d'avoir été conviés à ce numéro. On est très heureux d'avoir modestement eu à partager notre parcours et partager le peu qu'on sait par rapport à ce qu'on fait. On est très heureux aussi de la confiance qui est portée en nous, que ce soit les éducanotes qui nous consultent, que les recruteurs qui tous les jours alimentent, nous donnent d'alimenter, de mettre sur le banquet toutes ces opportunités, de donner d'espérer à notre jeunesse et de donner, de pouvoir faire évoluer, d'aider à contribuer à la croissance et à la performance de ces entreprises. Donc, on est très heureux, ravis d'être ici et c'est avec beaucoup de joie qu'on a eu à partager.